On a vu les enjeux de la fabrication additive pour l'industrie automobile au sens large, et on va creuser un petit peu le sujet en passant en mode compétition, en s'intéressant un petit peu à la place que prend la fabrication additive dans les sports mécaniques. Et c'est Frédéric Impellizzari, je vais essayer de bien prononcer, de Polyshape, qui va venir nous présenter un petit peu ce que les sports mécaniques, tous les sports mécaniques, font avec la fabrication additive. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons intéressantes à tirer pour le monde de la course au large dans la foulée. Frédéric, c'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Parlez Impellizzari. bien près du micro. Voilà, bien près. Voilà. Donc, je suis Frédéric Impellizzari et je suis donc le responsable de l'activité automobile au sein de Polyshape et un des cofondateurs de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit peu l'entreprise, parler un petit peu de la techno en elle-même, mais aussi, surtout, ce qui vous intéresse, c'est de voir des cas d'application concrets dans le monde du sport mécanique et du sport automobile en particulier, à travers notamment une application bien particulière. Une des problématiques que l'on a dans ce milieu-là, c'est de pouvoir communiquer sur ce que l'on fait, puisque la plupart des pièces que nous produisons sont des pièces qui sont relativement confidentielles. Mais là, j'ai un cas d'étude bien particulier, puisque dès le départ, l'objectif, c'était de pouvoir communiquer sur ce cas-là. Donc l'entreprise a été créée en 2007. Aujourd'hui, c'est un groupe dans lequel vous avez deux principales divisions. Une division dédiée additive manufacturing, donc ce qu'on appelle la fabrication additive, et puis des sociétés qui permettent de réaliser des opérations connexes à la fabrication additive, comme par exemple l'usinage. Notre stratégie, notre cœur de métier, c'est vraiment de se focaliser sur l'ensemble des technos de fabrication additive, avec quand même une particularité, c'est qu'on ne s'intéresse qu'au métal, on ne va pas parler de polymère là. Et en tout cas, on s'intéresse à différentes technos et l'idée, c'est d'accompagner nos clients dans cette véritable mutation technologique que va engendrer ces nouvelles technologies à travers des partenariats, de l'open innovation. Et donc, on va identifier des business cases, des démonstrateurs dans lesquels on va faire de la valeur ajoutée grâce à la techno. On va aussi accompagner nos clients dans la conception pour la fabrication additive, ce qu'on appelle la DFAM, Design for Additive Manufacturing. Et on va qualifier des procédés de fabrication additive en vue de faire de la production. Donc on a beaucoup parlé de prototypage, mais l'idée là, c'est de passer à un stade industriel pour produire de la pièce en petite série, bien évidemment. Donc l'échelle de grandeur, on parle de quelques dizaines à quelques centaines de pièces, mais en respectant des standards de qualité équivalents à ce que vous retrouvez dans l'industrie. Et puis ensuite, on va produire ces pièces-là. Ça peut se passer soit au sein de Polyshape, ça peut se passer aussi chez nos clients. On fait de l'accompagnement suivant leur stratégie make or buy. Si je me focalise sur la partie additive manufacturing, ça représente 5 sites de production, à peu près 85 collaborateurs, une trentaine de machines et 5 procédés différents de fabrication additive. Géographiquement, nous sommes nés en région parisienne. On a toujours un site de production dans l'Essonne. Notre site principal est basé à Salon de Provence, d'où je viens, dans le sud-est. Et puis on a un site qui est une joint venture avec la société Lizzie Aerospace qui s'appelle LAM, Lizzie Aerospace Additive Manufacturing, qui est basé dans le sud-ouest. On a un petit site en Espagne de production pour le médical, pour le dentaire. Et puis on a un site en Italie pour la partie motorsport et automotive. Donc l'offre globale, ça part de la conception, de l'optimisation, du design, en passant bien évidemment par la production, les post-procédés, les pièces que l'on produit s'apparentent plutôt à un brut de fonderie et sur lesquelles vous allez devoir faire pas mal d'opérations de finition, de reprise d'usinage, des traitements de surface, traitement thermique, et puis bien évidemment toute la partie contrôle qualité pour bien maîtriser le process.
Rapidement, le principal procédé qu'on utilise, qui est le procédé de fusion laser sur lit de poudre, le principe, ça va être d'étaler de la poudre de métal. Ce sont des poudres qui sont relativement fines, hein, de l'ordre de la quinzaine, entre 15 et 45 microns, on va dire, de diamètre de grain. Et on va étaler ces grains, couche après couche, que l'on va fusionner avec un faisceau laser, en l'occurrence dans ce cas-là. Mais il existe d'autres procédés, comme par exemple le faisceau d'électrons. Et puis de façon itérative, on va construire la pièce et en fin de production, on va retirer la poudre qui n'a pas été fusionnée autour de la pièce et on va récupérer un brut. Donc si je le matérialise, la chaîne numérique complète, on va partir donc de la conception de la pièce. Ensuite, on va passer par une phase de préparation de ces fichiers-là pour pouvoir mettre en production. On va devoir générer des géométries spécifiques à la techno, comme des supports de fabrication, qui vont avoir comme fonction à la fois de tenir la pièce pendant la production et aussi de supporter des surfaces dites en contre-dépouille. C'est une problématique qui est vraiment propre à la techno. Où la raison est assez simple, c'est qu'on ne peut pas tirer directement dans de la poudre si celle-ci n'est pas, si le bain de fusion n'est pas soutenu par une couche N-1 qui elle-même est déjà solidifiée. Donc c'est une des contraintes de la techno. On va pouvoir ensuite donc lancer en production dans des machines suivant les procédés. Donc ici, la fusion laser suivie de poudre. En fin de production, c'est l'image que vous voyez en bas à droite, on va pouvoir évacuer la poudre qui n'a pas été fusionnée. Et on va récupérer donc une pièce qui sera attachée sur un plateau avec tous ces supports de fabrication autour de la pièce. Au stade d'après, au préalable, on aura fait un traitement thermique de détensionnement pour libérer les contraintes résiduelles. Et puis ensuite, on va détacher la pièce du plateau. On va devoir retirer tous les supports de fabrication. On va faire des étapes aussi de finition de surface. Et puis, on va éventuellement faire des reprises d'usinage avant de pouvoir livrer la pièce. En résumé, avec ces technos-là, vous avez des avantages et des limitations. Les principaux avantages, c'est que ça ne nécessite pas d'outillage. On a fortement insisté dans les présentations précédentes. Un des gros avantages de la techno, c'est donc de ne pas avoir de coûts récurrents et de notion d'amortissement d'outillage. C'est pour ça que c'est une techno qui se prête très bien sur des toutes petites séries. On va pouvoir obtenir aussi des nouvelles géométries qu'on ne pouvait pas obtenir avec des procédés conventionnels, parce qu'on n'a pas de contraintes process comme respecter des épaisseurs de paroi minimales. On n'a pas de notion aussi d'accessibilité d'un outil qui doit venir retirer de la matière comme dans le cas de l'outillage. Donc ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives en termes de géométrie. C'est une filière qui est aussi entièrement numérique. Ça aussi, c'est un atout majeur. Et puis il y a aussi une notion de simplification de gestion de stock, c'est-à-dire qu'on ne va plus générer de la pièce physique, stocker de la pièce physique, on va stocker en fait des fichiers numériques et on va produire au moment où on a besoin des pièces. Et donc on va s'affranchir de coûts de stockage, voire d'obsolescence de pièces, parce qu'on aura surproduit. Et donc c'est un paramètre assez important. Donc, par contre, si on regarde les inconvénients, la première des limitations, ce sont les limites dimensionnelles. On va être limité, contraint par la taille des chambres de fabrication des machines sur cette techno-là de fusion laser sur lit de poudre. On va avoir aussi un panel de matériaux qui n'est pas aussi étendu que ce que l'on peut retrouver dans l'industrie en général, même si au cours des années, des nouveaux matériaux apparaissent. Quand je dis nouveaux matériaux, il y a deux notions qu'il faut avoir. C'est que déjà un matériau que l'on connaît, est-ce qu'on peut le trouver sous forme de poudre? Est-ce qu'on sait le mettre en œuvre? Et puis après, il y a aussi des nouveaux matériaux au sens des nouvelles compositions chimiques qui sont développées pour cette techno. Parce que pour l'instant, on n'utilise que des matériaux conventionnels que l'on retrouve dans d'autres procédés de fabrication. Et puis aussi, une des limitations, un des inconvénients de la techno, c'est qu'on va produire une pièce qui est en fait une near net shape, c'est-à-dire que la pièce n'est pas utilisable directement en tant que telle, à part quelques cas particuliers. Mais en règle générale, on a toujours besoin d'avoir une surface fonctionnelle avec une planéité, avec un état de surface. On a besoin d'avoir des taraudages, des perçages précis. Donc là, il va falloir forcément avoir une contre-opération de finition sur les pièces. Un peu comme un brut de fonderie. Hein. Ah, excusez-moi. Avant de commencer sur le sport automobile, je ne pouvais pas ne pas mettre au moins une slide sur le domaine du nautique.
Donc là, ce que je vous montre, c'est un exemple qui a été géré chez nous pour un client qui est Witchard. Donc c'est un système de hook sur lequel on a en fait produit la partie, on va dire, sur laquelle il était difficile de réaliser la géométrie avec un procédé conventionnel sans passer par des phases d'outillage. Et compte tenu du délai imparti et de la série nécessaire, il a été identifié sur ce système-là les pièces que vous voyez en haut à gauche qui ont été produites donc en fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre. Et donc à droite, vous voyez le produit fini une fois assemblé avec les autres composants. Donc, si on vient maintenant donc, à ce qui nous intéresse dans cette présentation, qui est les sports mécaniques, les domaines dans lesquels nous intervenons sont assez variés, comme le WRC, donc le rallye, le WRX, le rallycross, le WTCC, c'est un championnat tourisme. On intervient aussi dans le monde de l'endurance, comme les 24 heures du Mans, l'IndyCar aux États-Unis, qui est un petit peu le pendant de la F1 américaine, une catégorie émergente qui est la Formule I. Et puis bien évidemment, on est extrêmement présent aussi dans le monde de la F1, qui est un petit peu pour nous notre porte-étendard, mais aussi c'est dans cette catégorie-là qu'on a commencé nos activités en sport mécanique. Grosso modo, sur une F1, vous avez pas mal de composants sur lesquels il y a de la valeur ajoutée avec la fabrication additive. On s'adresse à la fois à des teams, donc les fabricants des châssis, et aux motoristes. Au niveau des châssis, on va parler principalement de composants tels que des distributeurs hydrauliques, par exemple, ou des basculeurs de suspension. Ça peut être aussi au niveau du freinage. Et puis au niveau des constructeurs, des motoristes, on va s'intéresser plutôt au système d'échappement, avec les moteurs suralimentés depuis la réglementation de 2014, pour ceux qui suivent un petit peu la F1. Les systèmes d'échappement sont de plus en plus complexes, et la fabrication additive a permis justement de pousser un peu plus loin les conceptions, les principes de fonctionnement de ces systèmes-là. Donc juste sans dévoiler de secret, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une grille de départ, 100% des F1 sont conçus et sont constitués de pièces venant de fabrication additive au niveau des systèmes d'échappement. On intervient aussi au niveau des systèmes de refroidissement, des échangeurs thermiques, avec de la valeur ajoutée en créant des géométries plus performantes, plus compactes, plus légères pour pouvoir dissiper de la thermique. Dans les systèmes aussi de gestion des circuits d'huile, circuits d'essence. Puis c'est vrai, au niveau du châssis, où je n'en ai pas parlé, on produit ce qu'on appelle le roll-loop, donc ce que vous voyez au-dessus de la tête du pilote, qui sert à la fois d'entrée d'air du moteur et d'arceau de sécurité, on va dire, sur le véhicule. Donc vous voyez, l'ensemble de ces composants, ce sont à la fois des pièces maîtresses, parfois des pièces de sécurité. Donc on parle plus de prototypes, ce sont des pièces qui courent en Grand Prix tous les week-ends. Je ne pouvais pas vous parler de sport automobile sans parler un petit peu aussi donc, de design. Et quand on parle de valeur ajoutée de la fabrication additive, c'est à la fois dans la fabrication, mais c'est aussi par le fait que l'on peut optimiser les conceptions dans le but d'aller rechercher de l'allègement, de la compacité, de la performance mécanique. Et donc, on en a déjà un petit peu parlé dans les présentations précédentes. De plus en plus, nos clients font appel à ce qu'on appelle donc de l'optimisation topologique, qui consiste donc à disposer de la bonne quantité de matière aux bons endroits et pour la bonne raison. C'est-à-dire clairement, on va mettre de la matière là où vous avez la contrainte et on ne mettra pas de matière là où il n'y a pas de contrainte. Quelque part, on va tirer, on va dire, l'optimum de ce que l'on peut obtenir à partir d'un matériau donné et par rapport à un cas de charge. Et on va faire en fait ce que fait déjà la nature depuis toujours et qui consiste à aller par un procédé de croissance pour les végétaux, pour les animaux, où en fait, lors de la croissance, la nature va mettre de la matière là où il y a de la charge et ne pas en mettre là où il n'y en a pas. C'est ce que vous voyez, c'est pour ça que vous voyez des géométries très particulières, telles que des racines d'arbres, des branches, les structures osseuses. Et donc, dans la chaîne numérique, on va avoir besoin de données d'entrée, comme par exemple les surfaces fonctionnelles de la pièce, le volume de conception, ce qu'on appelle le design space, c'est-à-dire le volume dans lequel on va pouvoir jouer, travailler. Et puis,
on va utiliser des softs, des calculs de simulation numérique pour aller chercher, trouver les flux de contraintes en fait, par rapport à un cas de charge. Donc on a besoin aussi de connaître le cas de charge, ça c'est une donnée d'entrée qui est essentielle, qui ne peut venir que du client. Et donc avec tous ces ingrédients-là, on va aller identifier les zones qui sont chargées. Et ensuite, on va reconstruire la pièce en s'inspirant du résultat du calcul numérique. Une fois qu'on aura reconstruit la pièce en s'inspirant de ces résultats-là, bien évidemment, on va refaire la simulation numérique sur le modèle physique, enfin le modèle numérique qu'on a créé, et avant de passer ensuite à la phase d'industrialisation avec bien évidemment aussi des mises en plan, et puis passer à la phase de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de préparation CAO, dans laquelle on va rajouter tous les supports de fabrication qui sont donc, eux, propres à la techno. Donc, voilà, on va dérouler donc l'ensemble de ce process-là pour pouvoir lancer en production. Et donc là, je vous montre rapidement quelques exemples de pièces issues de cette approche-là. Vous voyez tout de suite que le design des pièces est très différent des pièces que l'on a l'habitude de voir dans le monde de l'industrie. Ce sont des pièces qui sont rarement prismatiques. Et grâce à cette approche-là, les objectifs principaux, bien évidemment, ce sont des réductions de masse. Pourquoi pas aussi augmenter de la raideur de votre pièce dans un encombrement donné. Et puis aussi, on va essayer de fusionner, ajouter, créer de la valeur ajoutée sur votre pièce en additionnant plusieurs fonctions en une seule et même pièce. Ce qui va permettre de s'affranchir de votre système d'assemblage. Donc vous allez faire des économies de pièces, de masse. Vous avez aussi limité des risques. Par exemple, si vous devez assembler deux pièces entre lesquelles vous devez assurer une étanchéité, vous avez toujours un risque de défaillance de votre étanchéité. Donc on va pouvoir s'affranchir de cette problématique-là si on arrive à produire les deux pièces en une seule pièce. Voilà, donc en fait, par cette approche-là, on peut avoir des gains sur plusieurs tableaux. Juste quelques exemples rapidement de pièces qui ont été reconçues suivant cette approche-là. Donc, ce sont des cas concrets. Hein. Donc, là, c'était un support d'actuateur pour une soupape de décharge, donc sur un système de suralimentation de moteur, avec la pièce, avec le design initial du client. Et donc, on a, à partir de son design space et à partir des contraintes, on a redessiné la pièce. Et donc, à performance égale, on avait un gain de masse, dans ce cas-là, de 28%. Un autre exemple, un support de pompe de direction assistée sur un véhicule de rallye, avec un design initial de pièces taille et masse, très conventionnel. Et encore une fois, à partir des interfaces du cas de charge, on a reconçu la pièce. Et dans ce cas-là, on arrive à un gain de masse de 45%. Un peu plus loin, une autre pièce assez simple à la base aussi, c'était un support d'un bocal d'huile hydraulique d'un système de direction assistée, avec une approche topologique. Dans ce cas-là, on a un gain de masse de 50%. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret, et on va faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu là. Donc je vais essayer d'accélérer. Donc c'est issu d'un partenariat avec Romain Dumas, dans le cadre d'une course assez connue qui est la Pikes Peak, dans le Colorado. Je vais passer un peu plus vite. Donc le besoin vient du fait que la voiture avait énormément évolué entre la course de l'année dernière et la course de cette année, notamment au niveau des dimensions de la charge aérodynamique et des dimensions des roues, qui ont nécessité en fait de reconcevoir les porte-moyeux. Donc ce sont les pièces sur lesquelles viennent se fixer les roues. Le matériau choisi, c'était un titane type TA6V. On avait un cas de charge qui nous avait été donné. Je vais passer un petit peu plus vite. Et donc à partir de ce cas de charge et du design space et des interfaces, on est allé reconcevoir cette pièce-là. On a fait de l'optimisation topologique. Donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est un petit peu le résultat du calcul numérique pour aller identifier les champs de contraintes. On a redessiné la pièce à partir de ces résultats-là, qu'on a resimulé, validé. Et on a pu passer donc à la phase de fabrication avec l'ajout de ces fameux supports de fabrication dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la pièce quand elle est issue de production. On va faire subir des traitements thermiques spécifiques. On va faire donc ce qu'on appelle la finition, c'est-à-dire retirer tous les supports de fabrication pour obtenir le brut que vous voyez en haut à droite, sur lequel on va appliquer des phases d'usinage pour obtenir les surfaces fonctionnelles, du contrôle non destructif, comme du rayon X, ça peut être la tomographie, ça peut être des ultrasons.
Et donc en résumé, par rapport à la voiture de l'année dernière qui avait des roues de 13 pouces avec un porte-moyeu en acier qui pesait 1,4 kg, l'accroissement de la charge aérodynamique, les pneumatiques qui étaient aussi spécifiques avec beaucoup plus de grippe, donc beaucoup plus de contraintes appliquées au porte-moyeu. Le porte-moyeu initialement qui avait été conçu taille et masse faisait 3,2 kg en aluminium. Et donc la version que l'on a reconçue et produite en titane arrive à une masse de 2,3 kg. En résumé, donc, une petite chose que je veux rajouter, c'est qu'on en a profité pour faire aussi de l'ajout de fonctions. Et par exemple, l'écope de freinage, qui est donc le système qui vient capter de l'air en dynamique pour aller refroidir les freins, a été intégré dans le design. Et donc, du coup, c'est de la fixation en moins. Et c'est aussi une optimisation dans le sens où on a profité de la structure de cette entrée d'air pour qu'elle soit porteuse sur la pièce. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de choses que l'on peut faire. Donc, in fine, on a produit les 4 pièces. Là aussi, pas d'outillage. Pour faire la côté gauche, côté droit, c'est une simple symétrie de haute CAO. Et donc là, vous avez une vue de la pièce en situation sur le modèle numérique et sur le modèle réel. Voilà, donc in fine, Romain donc, a remporté pour la troisième fois cette épreuve assez mythique. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez me rejoindre sur le plateau. Vous allez prendre un petit micro. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Ça ne va pas tarder à marcher. 1, 2. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est scotché, oui. Et après, il y aura au premier rang. Oui, enfin, c'est ce qu'on cherche à faire, effectivement. Oui, alors... Attends, Patrick, on va allumer le micro parce qu'en fait, il ne marche pas. Merci. Je recommence pas au début? Vas-y. Si, recommence. Donc Patrick Bott de l'Institut de recherche de l'École navale. Si j'ai bien compris, ici vous nous dites que vous savez prédire avec une bonne précision les propriétés mécaniques de la pièce produite. Contrairement à ce qui nous a été dit précédemment par Yves pour les pièces plutôt composites. Est-ce que c'est parce que justement avec ce procédé de fabrication, le matériau est plutôt homogène ? On peut le dire un petit peu comme ça, effectivement. Donc il y a quand même une grosse différence avec les procédés que vous avez vus antérieurement pour les matériaux polymères, avec notamment le dépôt de fil. Effectivement, on obtient un matériau qui est déjà beaucoup moins anisotropique, ça c'est clair, beaucoup plus dense. On a des taux de porosité ou des densités de l'ordre de 99,9%. Et donc on peut effectivement un peu mieux prédire le comportement des pièces. Il faut savoir aussi que 100% des pièces que nous produisons, on produit en parallèle, en même temps que la pièce, des éprouvettes de traction sur lesquelles on va faire donc de la caractérisation mécanique. On produit des cubes de métallographie et donc on va caractériser 100% des pièces que nous produisons, et ces éprouvettes auront été produites avec exactement les mêmes paramètres, les mêmes conditions que la pièce. Donc on a une base de données qui est extrêmement importante. Pardon, excusez-moi. Une base de données qui est extrêmement importante puisque depuis donc la dizaine d'années que nous produisons des pièces, on a emmagasiné ces résultats-là et donc on peut effectivement avoir une certaine prédiction du comportement des pièces. Il n'empêche qu'on ne s'affranchit pas pour autant de contrôles complémentaires non destructifs sur les pièces pour aller rechercher d'éventuels défauts qui seraient apparus, qui n'étaient pas eux prévus, comme un paramètre qui diverge ou un manque de dépose de poudre. Il peut se passer des choses pendant la production, et donc on se doit quand même d'aller faire du contrôle non destructif par des moyens tels que la radiographie, la tomographie, les ultrasons. Mais effectivement, ce n'est pas absolu, mais je pense que c'est un peu plus prédictif effectivement que ce qu'on peut avoir avec des matériaux polymères, en tout cas avec des procédés comme le dépôt de fil. Vous modélisez également la production. Essayez de parler dans le micro, Patrick. Il y a des gens qui nous écoutent. Vous modélisez donc également le processus de fabrication, la fusion ?
Alors ça, on va parler plutôt dans le futur, c'est ce vers quoi on souhaiterait tendre effectivement. Donc il y a des outils qui commencent à arriver sur le marché pour essayer de simuler le procédé, qui marchent plus ou moins bien, suivant les géométries de pièces, parce que ça peut marcher très très bien sur des géométries assez simples. Le problème, c'est que plus on va tendre sur des géométries, surtout avec l'optimisation topologique, qui sont assez complexes finalement, plus on va avoir d'écart entre le résultat réel et la simulation numérique. Mais en tout cas, la tendance, elle est là, et ce sont des outils qui vont devenir quasiment indispensables, oui, tout à fait. Pour l'instant, on est plutôt sur de l'empirique, de ce côté-là, par l'expérience, par des typologies de pièces. Et puis parfois, on fait de la surqualité au sens où on parlait de supports de fabrication, une des fonctions, c'est de maintenir la géométrie pendant le process. Forcément, ça nous arrive de mettre trop de supports. Ça ne nuit pas à la santé de la pièce, mais ça rajoute du coût inutile, à la fois de production et aussi de finition. Donc si on savait prédire de façon précise le comportement pendant le process, ça nous permettrait effectivement de minimiser ces supports de fabrication. Merci. Je vous en prie. Il y avait une question au premier rang. Oui, comment procédez-vous pour enlever les supports, pour décrocher les supports de la pièce? Eh bien là, on passe de la technologie du XXIe siècle à la technologie du Burin, XIXe marteau siècle. et burin. Voilà. Non, mais sans être péjoratif, c'est vrai que c'est extrêmement artisanal aujourd'hui. Donc on va utiliser des outils tournants, des turbines ou des ciseaux. Mais bon, ces supports-là, ils sont quand même conçus pour pouvoir être enlevés par la suite. C'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, de dégrader les paramétries pour avoir un comportement mécanique dégradé de ces supports-là. Le problème, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre suffisamment de performance mécanique pour tenir la pièce et être suffisamment fragile pour qu'il s'enlève facilement. Ensuite, on joue sur la géométrie, c'est-à-dire en fait l'interface entre les supports et la pièce. Chacun a ses stratégies, mais on peut imaginer des géométries spécifiques qui vont être entre guillemets auto-sécables. Et puis après, il y a encore un autre problème, c'est que parfois, ils ne sont pas accessibles. Et donc là, ça pose un gros problème, d'où l'intérêt de prévoir ces supports dès la conception de la pièce. Parce qu'on va soit adapter la géométrie de la pièce pour éviter s'affranchir de supports dans des zones stratégiques de la pièce, soit on va prévoir une orientation de production qui va permettre de générer des supports ou pas de supports sur certaines régions de la pièce. Enfin, ce qui veut dire que pour avoir une success story, il faut vraiment que dès le départ de votre projet, on pense pour la fabrication additive. C'est-à-dire que pour l'instant, la majorité des pièces qu'on reçoit sont des pièces qui ont déjà été conçues, qui étaient prévues pour être faites en fonderie, en usinage ou autre. Et puis on vient nous voir parce que finalement, pour une raison de timing ou pour X raisons, on vient nous chercher pour plutôt du dépannage. Et dans ce cas de figure, on part déjà avec un handicap puisque la pièce est déjà figée. Après, ce que je vous ai montré, ce sont des cas de figure où justement on peut intervenir dès le départ. Et sur des géométries sur lesquelles on a la main, on va justement minimiser ces supports-là et on va faire de sorte qu'ils puissent s'enlever assez facilement. Mais en tout cas, à la fin, il y aura une opération manuelle, effectivement, qui a un coût et qui aussi présente un risque, in fine, sur la pièce, parce que c'est opérateur dépendant. Donc l'avenir, encore une fois, ça sera aussi d'essayer d'industrialiser, d'automatiser le retrait de ces supports. Ça, c'est encore aussi une étape future. Merci bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, Christophe Balay, RDL. Est-ce que vous pouvez faire varier la composition chimique de la poudre dans la hauteur de la pièce avec cette technique? Alors, artificiellement, oui, mais déjà de façon séquentielle et pas continue. C'est-à-dire qu'en fait, on va arrêter le process à un certain niveau en Z, on va changer de poudre et on va continuer avec une autre poudre, donc une autre composition. Mais l'intérêt de faire ça est assez limité parce que du fait de devoir interrompre le process et de le continuer, ça veut dire que votre pièce, vous n'allez pas pouvoir faire un coating, par exemple, un revêtement avec un autre matériau. Vous allez passer d'une strate à une autre avec un autre matériau, à condition qu'ils soient soudables entre eux, bien évidemment.
mais c'est assez limité comme intérêt. On a produit des pièces de ce style-là. Par exemple, lorsque vous aviez une face de la pièce dont le but était de dissiper de la thermique, et une partie de la pièce dont le but était de supporter des contraintes mécaniques. Donc on est passé d'un matériau type acier à un matériau type cuivre, par exemple. Mais ça reste assez marginal comme application pour l'instant. En tout cas, pour des technos lits de poudre, hein, c'est-à-dire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, il y a d'autres technos qui arrivent sur le marché et peut-être qu'on pourra... Il y a une techno dont je n'ai pas parlé qui est présente chez Polychep, qui est la techno LMD. On va projeter de la poudre et en même temps qu'on la projette, on va la fusionner avec un laser. Là, on peut penser à faire un gradient, effectivement, puisqu'on va pouvoir, de façon continue, changer la poudre que l'on projette. Donc, il peut y avoir des intérêts. Pour l'instant, on n'a pas encore exploré cette possibilité-là. Une autre question? Moi, j'en ai une dernière, beaucoup plus terre à terre, pas technique, parce que là, vous nous faites un peu rêver, et c'est la F1. Est-ce que c'est des technologies et des manières de faire qui sont accessibles à autre chose que des écuries de F1? Oui, c'est une excellente question. Non, mais c'est notre quotidien, en fait. Hein. Donc, comme je disais, on a commencé par la F1. C'est pas par hasard, en fait. D'abord parce qu'il y avait des moyens financiers, c'est vrai, mais aussi parce qu'on avait eu affaire à des bureaux d'études qui avaient cette approche de l'innovation, cette capacité aussi à se remettre en question, je dirais, tous les week-ends. Hein, c'est vraiment ce qu'ils vivent. Donc, c'est allé très, très vite. Maintenant, ce n'est pas une finalité en soi. Hein, et effectivement, on commence à aborder d'autres secteurs que la F1, dans lesquels il y a moins de moyens. Je parlais d'endurance, je parlais de rallye. Et donc, pour répondre à votre question, oui, il peut aussi y avoir un intérêt économique. On a des exemples de pièces qui coûtent moins cher que par un procédé conventionnel. Maintenant, ça va dépendre de la typologie de pièces. Effectivement, si vous nous demandez de fabriquer des rondelles, des vis, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, à nous aussi d'accompagner nos clients, d'identifier des pièces, de revoir complètement la conception de la pièce de zéro, pour justement à la fois apporter de la valeur ajoutée, la concevoir pour qu'elle coûte le moins cher possible. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le coût d'une pièce est directement lié à la masse fondue et à la taille de votre pièce, donc au nombre de couches qu'on va empiler. Donc il est clair que dans les bureaux d'études, dans les esprits, plus une pièce est ouvragée, plus elle coûte cher. Avec la fabrication additive, c'est exactement l'inverse. Et ça, c'est pas forcément évident. Et quand ils l'ont compris, quand ils l'ont vu, quand on l'a démontré, après ça va très très vite. Parce que quand vous dites à un ingénieur, lâche-toi et fais-toi plaisir, on a très très vite des designs très innovants et qui, in fine, peuvent coûter moins cher que le design conventionnel. Voilà. Après, il y a un autre facteur aussi, ça va être la notion de quantité d'échelle. Si vous avez besoin que de 10 pièces et que vous devez amortir des outillages, l'équation elle est vite faite. Et maintenant, après, dans la petite série, si vous avez des pièces qui ne sont pas très grandes, si elles sont bien conçues, si vous pouvez mettre beaucoup de pièces sur un plateau, vous pouvez aussi avoir un effet d'échelle qui fait qu'on arrive à des coûts de pièces qui sont tout à fait raisonnables. Voilà. Tout dépend du design, tout dépend de la valeur ajoutée qu'on est capable d'apporter. Vous nous avez donné un exemple dans le monde de la course, parce que c'était un hook. C'était un hook de Jennaker ou de voile d'avant. Est-ce que vous avez beaucoup d'accastilleurs qui viennent nous voir? Parce qu'on parle du métal là, mais vous avez beaucoup de... Alors spontanément non. Il y a des gros gains, enfin. Oui, voilà. Donc, je vois de gros gains potentiels. Certainement. Alors, on a commencé par l'aéronautique chez Polychep en 2007. On a mis un pied dans le sport automobile. On a développé le monde de l'énergie, du secteur de l'énergie, de l'industrie. Le monde du nautique, pour nous, c'est un peu nouveau, hein, je ne vous cache pas. Mais c'est un secteur avec lequel on peut faire de gros parallèles avec le monde notamment du sport mécanique. Donc il n'y a pas de raison que ça ne colle pas, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci bien. Merci.